D'abord, je tiens à remercier les personnes qui organisent cette réunion publique parce que en amont d'un moment où voilà, on se retrouve pour discuter, parce que moi je viens moins pour présenter, vous savez, les points de désaccord sur ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui et ce qu'est le traité transatlantique. Je pense qu'entre nous, il va falloir les chercher, quoi. Donc je veux bien, en préalable, je vais faire une introduction là-dessus, mais c'est plutôt, je pense qu'il faut qu'on ait une discussion sur quels sont les moyens pour réveiller le peuple, puisque le titre c'est Place au peuple et que pour l'instant le peuple n'est pas complètement au rendez-vous, se demander pourquoi il y a éventuellement cette timidité dans la gauche, y compris dans la gauche critique, à l'égard non pas tant du traité transatlantique lui-même, qui, je viens brièvement, est contesté, y compris par les Verts, voire même par des fractions du Parti socialiste, ou même de l'UMP, hein, sur des points comme la diversité culturelle et des choses comme ça, sur la nature de l'Union européenne. Donc, très brièvement sur le traité transatlantique, il s'inscrit en fait dans une continuité qui est la domination du libre-échange, non seulement à l'échelle européenne, mais évidemment à l'échelle mondiale. Dans un premier temps, il s'agit de faire tomber essentiellement les barrières douanières, les taxes aux frontières, les quotas d'importation, bref, tout ce qui relevait d'une forme de protectionnisme classique. Et dans un second temps, aujourd'hui, du moins entre l'Europe et l'Amérique du Nord, mais pas seulement, il y a des traités bilatéraux qui se signent un peu tous azimuts. En fait, vous pouvez y revenir, mais c'est un échec de l'OMC, l'OMC patinant, on passe à une série de traités bilatéraux un peu tous azimuts, dont celui-ci qui est important, mais ce n'est pas le seul, où il s'agit plus seulement de faire tomber des barrières douanières qui, aux frontières de l'Union européenne, les taxes sont à peu près aux alentours de 2%, donc c'est... Et voilà, on ne peut plus aller beaucoup en dessous, on a déjà quand même tapé dans le dur. Donc maintenant, il s'agit de faire tomber des barrières techniques, des barrières juridiques. Voilà, donc c'est la possibilité d'importer du poulet aux hormones, et notamment avec un outil majeur qui est ce qu'on appelle les tribunaux arbitraux, qui sont en fait des tribunaux privés et qui permettent de faire arbitrer par des juges privés des conflits entre un État et une firme multinationale, qui a permis par exemple de faire que l'Australie soit condamnée par Marlboro pour avoir voulu mettre sur ses paquets de cigarettes des signes comme quoi ça donnait des maladies, quoi. Donc il y a l'Égypte n'a pas osé relever le salaire minimum parce qu'ils ont eu peur d'un procès, notamment de Veolia, qui viendrait les sanctionner par atteinte aux investissements étrangers. Enfin, on est dans quelque chose de cette nature-là où ce sont les tribunaux arbitraux. Donc, ceci dit, je le redis, il y a un large consensus, en tout cas populaire, et à mon avis, il serait assez large. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne vont pas tenter de faire un référendum sur cette question. Il n'y aura pas de référendum. Ils savent ce que serait le résultat d'un référendum. Il peut y avoir des fractions, des députés européens qui sont hostiles, et en tout cas dans la gauche critique, je pense qu'ici, si on fait un référendum, très rapidement, mais le résultat ne sera pas en faveur du traité transatlantique. Moi, ce qui m'interroge dans les milieux de gauche où je passe, je ne sais pas, alors ça ne sera pas du tout le cas avec le PRCF, de manière modérée sans doute avec le PG, mais pas trop, mais ailleurs, c'est, au fin de compte, à chaque fois on conteste le dernier projet, donc là c'est le traité transatlantique qu'on conteste, et ça nous paraît normal. Mais remettre en cause le traité précédent, là d'un seul coup ça relèverait du protectionnisme, du nationalisme, une forme de xénophobie à l'égard des pneus en caoutchouc importés de Thaïlande, vous voyez. Moi je pense qu'il faut appuyer, si jamais devait y avoir bataille, ce que je souhaiterais, elle se dessine difficilement, mais si jamais il devait y avoir bataille sur le traité transatlantique, il ne faudrait pas en rester à une posture défensive qui dit on ne veut pas de ce traité-là, mais il faudrait dire on ne veut pas de ce traité-là, mais il y a un certain nombre d'autres traités que nous n'aurons pas peur de détricoter, à commencer par exemple par le traité de l'Uruguay-Round de 1994, donc qui installe dans le régime de libre concurrence
l'agriculture. Donc, et quand on parle de la situation africaine, c'est d'abord la situation des paysans africains, et la situation des paysans africains, je peux en parler un petit peu longuement ensuite dans le fil du débat, mais elle s'est notamment dégradée suite, qui n'était pas déjà bien brillante, mais elle s'est dégradée suite aux accords de l'Uruguay-Round. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faudrait appuyer sur ce qui peut être fédérateur, et tant mieux, sur une base minimale, dire, ben voilà, certes, on n'est pas d'accord là-dessus, mais le Uruguay-Round, on n'est pas d'accord là-dessus, les accords textiles, éventuellement, on n'est pas d'accord là-dessus, voire le traité de Maastricht, on n'est pas d'accord là-dessus, et ça peut être un point d'appui, mais pour dire de ne pas être resté seulement dans quelque chose de défensif, mais de passer à un détricotage offensif. Alors, les mots du libre-échange, peut-être que ce que je peux faire, c'est juste vous proposer ce que je sais faire de mieux, et puis après on verra en termes d'éditorial ce que ça donne, mais c'est vous proposer un petit voyage, un petit reportage à Bruxelles, puisque j'ai tenté de donner cher, c'est beaucoup dire, à cette Union européenne, en essayant d'aller voyager à Bruxelles et de voir un peu à quoi elle ressemble concrètement. Donc j'en ai fait un petit bouquin qui s'appelle « Faut-il faire sauter Bruxelles ?» La première chose sur laquelle je suis tombé, c'est devant le Parlement européen, c'est une petite plaque qui annonce ceci: c'est par les discours, les débats et les votes que doivent se résoudre les grandes questions avec détermination, patience et dévouement. Une petite plaque anodine, elle était une fois en français, une fois en anglais, en dessous c'était signé SEAP, Society of European Affairs Professionals Incorporating FELPA, Fédération européenne du lobbying et public affairs, inauguré le 6 décembre 2001 par Nicole Fontaine, présidente du Parlement européen. Alors là, je me suis interrogé à savoir ce qu'était cette Society of European Affairs Professionals, et j'ai découvert qu'en fait c'était le lobby des lobbies. Donc à Bruxelles, je ne sais plus trop, mais c'est par dizaines de milliers le nombre de lobbyistes qui sont présents à Bruxelles, et ils ont une fédération qui rassemble tous les lobbies. Cette fédération, c'était donc le CEAP, qui avait trouvé le moyen de co-signer une plaque. Donc, il faut voir que je passe devant cette plaque. Il faut se dire qu'il y a des milliers de journalistes qui sont passés devant cette plaque tous les jours, pour ainsi dire, hein, et sans compter les parlementaires et tout ça. Donc moi, je vais voir un peu tout le monde et je demande qui sont ces gens, et je comprends que ce sont les lobbies des lobbies. La démocratie en France est loin d'être imparfaite. Loin d'être parfaite, pardon. Est loin d'être parfaite. Ceci dit, on imagine mal à l'entrée de l'Assemblée nationale une plaque des lobbyistes ou de Total ou de Areva remerciant les parlementaires pour les accords qui parviennent à passer avec les parlementaires. On est quand même dans une situation qui, quand on arrive avec l'œil vous savez, des héros des lettres persanes, hein, qui arrivent avec cet œil étranger et extérieur et d'un seul coup découvre avec un œil naïf ce que c'est que ça, il va dire mais attendez, là il y a un accord entre les lobbyistes et les parlementaires pour poser une plaque qui dit que les parlementaires sont très sympas avec les lobbyistes, c'est quand même bizarre. Donc bon, je fais mon candide comme ça, entre référence au XVIIIe siècle, et je me retrouve à aller voir qui sont ce CA. Alors je trouve pas l'adresse. En fait, ils sont hébergés par l'UNESDA. L'UNESDA étant en fait le lobby des industriels des boissons gazeuses, notamment. Donc c'est-à-dire Coca-Cola, Sprite, Schweppes, enfin tous les trucs comme ça. Ils ont un lobby qui s'appelle l'UNESDA, et l'UNESDA a donc un bureau, mais il n'y avait même pas donc sur le truc, il n'y avait même pas le CA, il n'y avait même pas la sonnette. Donc j'ai dû sonner un peu partout dessus. J'ai fini par tomber sur quelqu'un qui m'a expliqué que c'était la sonnette de l'UNESDA, mais c'est se dire que quand même, ils n'ont même pas leur nom sur une sonnette, ils arrivent à avoir leur nom sur une plaque devant le Parlement européen, quoi. Et donc j'ai une discussion, je vais essayer de la retrouver, avec, bon alors j'ai une discussion avec Nicole Fontaine qui est de l'ordre de j'ai la mémoire qui plante, je me souviens plus très bien, quoi. Mais sinon avec, comment il s'appelle, Yves de Lespinay, président donc, de la Society of European Affairs Professionals, qui me dit nous n'avons pas inauguré cette plaque en catimini, au contraire, tout s'est fait dans la plus totale transparence. Madame Nicole Fontaine était présente, bien sûr, et également Monsieur Hans-Gerd Pottering, donc c'était
avant qu'il ne la remplace comme président, donc c'était son successeur. Alors, je lui demande, il y a une continuité dans les relations entre le Parlement et les lobbies. Tout à fait, c'est tout le sens de la phrase que nous avons choisie pour le panneau. Sur le discours, le consensus, oui, voilà. Alors il me dit, la phrase, c'est une phrase qui démontre au fond une évolution dans le temps. À l'époque de Bismarck et de Napoléon III, c'est dans le feu et le sang qu'on réglait les désaccords. Aujourd'hui, le dialogue n'est jamais rompu. Mais je lui dis, mais sauf qu'il ne s'agit pas du dialogue entre les peuples, c'est un dialogue entre les multinationales et le pouvoir politique. Il me dit, les lobbyistes sont les garants de la démocratie. Nous n'avons... donc voilà, donc je lui dis, par exemple, si les associations de patrons ont leurs panneaux, les syndicats de travailleurs pourraient avoir le leur aussi. Non, parce que les syndicats s'attachent à l'intérêt sectoriel, tandis que nous, il s'agit de la défense d'une profession au sens général. Donc voilà, ce genre de discours. Alors bon, je continue à faire mon candide, disons qu'on va... je passe à l'autre pilier de la démocratie européenne, qui est la Commission, qui est pas loin, donc le Berlaymont. Je ne sais pas si vous voyagez, si vous êtes déjà allé à Bruxelles, mais il faut voir ce qu'est le Berlaymont. C'est un bâtiment immense, vraiment c'est comme un Titanic qui se serait posé au milieu de Bruxelles. Ça dit quelque chose quand même. C'est pas ça, c'est le mur de l'Atlantique. Voilà, le mur de l'Atlantique, il est là, il est sous nos yeux, et on sait que si on veut le démolir, ça va pas être, il va falloir avoir des bombes bazooka, quoi. Donc je me retrouve là un peu par hasard, j'ai raté une réunion qui avait l'air vachement intéressante. C'était sur l'année européenne de la créativité et de l'innovation, et c'était vachement prometteur, puisqu'on a levé le président de Microsoft Corporation pour l'Europe. Avec lui, on allait stimuler l'économie européenne de la connaissance, élaborer des services innovants à même de stimuler la croissance économique. Donc voilà, quand on parle de création et de créativité, on invite le patron de Microsoft sur le continent de Molière, Goethe, Cervantes et ainsi de suite. Je me rattrapais, il y avait une autre session, c'était avec les recommandations du groupe de Larosière sur le renforcement de la supervision financière. Alors, le groupe de Larosière, vous avez oublié qui c'est, mais à un moment, au cœur de la crise, vous n'avez jamais su qui c'était, peut-être surtout, non? Ouais, voilà, c'est intéressant, parce que voilà, on a quelqu'un qui va jouer un rôle clé dans le règlement de la crise européenne, la crise financière au niveau européen, Jacques de Larosière, donc il est José Manuel Barroso, quand il était président de la Commission européenne, au moment de la grande crise, la chute de Lehman Brothers et tout ça, voyant que c'est la pagaille la plus totale, nomme une commission d'experts indépendants, forcément indépendants, et à qui il demande de remettre un rapport pour le règlement de la crise financière. Et qui est-ce qui est sélectionné? C'est Jacques de Larosière, qui est un ancien président du FMI, donc ça c'est pour ce qui est bien, du Crédit Lyonnais, qui est mis en cause dans les affaires du Crédit Lyonnais, mais surtout au moment où il est nommé président de ce groupe, ce comité d'expertise, il co-préside Eurofi. Qu'est-ce que Eurofi? Vous voyez? Alors là, ce que je vous décris, c'est quand même des recherches et une investigation vachement élaborées, parce que je suis quand même allé sur Google pour voir qui était Jacques de Larosière. Vous imaginez le truc? C'est sûr que c'est pas à la portée de tous les journalistes d'investigation d'aller sur Google pour aller voir un peu qui est Jacques de Larosière au moment de sa nomination. C'est pas là, vous voyez, c'est quand même, ça demande quand même un peu de. Et donc c'est pareil, quand je vois qu'il est coprésident de Eurofi, il démarche quand même d'investigation poussée, vous voyez, je vais voir sur Google, quoi. Et donc, oui, je sais, je fais de la pub pour Google, c'est pas bien. Et donc là, je vois sur leur site, sur le site de Eurofi, que c'est un think tank opérationnel dédié à l'intégration de l'Europe des services bancaires et financiers. Alors, on est toujours dans ce français très approximatif, puisque dédié, ça veut dire voué, c'est dedicated, donc on voit qu'on a copié l'anglais, mais enfin qu'importe, hein, c'est la traduction Google sans doute aussi. Et donc on voit que ça travaille avec les différents types d'institutions financières, comme les banques, les brokers, les compagnies d'assurance. Autant dire que étaient membres de ce groupe, de ce think tank Eurofi, AXA, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, bon bref, voilà un comité, on choisit cet homme-là, un expert indépendant, pour nous dire qu'est-ce qu'il va falloir faire dans la crise pour qu'il y ait moins de problèmes en matière financière. Et il s'était entouré comme il fallait, puisqu'il avait choisi entre autres Rainer Macera, ancien directeur général de Lehman Brothers, donc là il était vraiment pleinement compétent, Otmar Hissing de Goldman Sachs, Onno Ruding de Citigroup, et ainsi de suite. Donc bon, dans le press room, lors de la conférence de presse, j'essaye un peu de chahuter tout ça, je vous passe les détails, mais ça marche pas trop. Alors on peut se dire, je termine sur cette histoire de Larosière et tout ça, on peut se dire, bon finalement,
bon, c'est un rapport par Nimidote, ça n'a pas tellement d'importance. Bon, d'abord, je découvre dans les Échos, quelques années plus tard, qu'au contraire, ça a été, nous dit-on, le fil directeur de l'Union européenne. Ce rapport a été le fil directeur européen de l'Union européenne à travers la crise. Les grandes réformes récentes sont issues, c'est écrit dans les Échos. Je lis beaucoup la presse, je considère qu'il y a 2 journaux marxistes en France. Il y a l'Humanité. Les 2 journaux qui mettent les dividendes en une le même jour, c'est l'Humanité et les Échos. Donc j'aime beaucoup lire les Échos. Et j'appelle, donc sachant ça, j'appelle un peu Chantal Hughes, qui est la porte-parole du commissaire Barnier, donc qui était en charge de ce dossier. Là, elle me laisse un message sur mon répondeur. Voici le message qu'elle me laisse. Sur le groupe de la Rosière, qui je crois vous intéresse, qui a été nommé par le président Barroso pour apprendre les leçons de la crise, ils ont écrit un rapport en leur nom, qui a ensuite été repris par les chefs d'État de gouvernement, qui en ont repris les grandes lignes pour déterminer un peu les réformes à mettre en œuvre du côté financier. Ça a été en effet une des grandes lignes directrices qui a été utilisée, c'est-à-dire ce que les chefs d'État ont repris et ont signé, comme étant la feuille de route européenne sur les services financiers. Voilà. Ensuite, ça a été complémenté au niveau du G20 et que nous mettons maintenant en œuvre. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Alors, là, je l'ai lu rapidement. Je vous propose, et je conclurai là-dessus, de détailler ce message qui nous dit en fait, qui nous décrit bien comment on fabrique du consensus au niveau européen. Premièrement, on a ce rapport de Delarosière, un rapport plutôt confidentiel, direct, qui là, en l'occurrence, est directement rédigé par les financiers. Et dont, en gros, je pense que peut-être les super militants en ont entendu parler, mais sinon, c'est un rapport qui est relativement obscur. C'est le premier point. Deuxièmement, ce rapport est repris par un technicien, sinon un technocrate, en l'occurrence Manuel Barroso, président de la Commission européenne, qui, dit-on, en reprend les grandes lignes directrices. Et ça, c'est dans un mouvement naturel. Le rapport est naturellement pondu par les financiers, il est naturellement repris par Manuel Barroso. Dans un troisième temps, et c'est seulement là que les politiques entrent sur le devant de la scène, les politiques valident cette feuille de route, conscients ou non d'être les porte-voix de la finance. Mais là, on voit déjà la force qu'il faudrait à un ministre dissident arrivant au milieu de ce truc où il y a déjà eu toute la fabrication du consensus avec des normes techniques, avec le vocabulaire de Delarosière qui est un vocabulaire particulier, pour arriver au milieu de ses 27 collègues et dire non. On voit déjà qu'il faudrait avoir un mandat populaire fort pour arriver, et sur ce troisième point, alors qu'il y a déjà eu une fabrication d'un consensus technique en amont, venir briser le consensus. Et quatrième point, les mêmes chefs d'État européens soutiennent cette feuille de route au niveau du G20, c'est-à-dire à l'échelle internationale. Et là, je pense qu'on a comment se fabrique le consensus au niveau européen, qui est résumé par ce truc-là. Alors, j'ai écrit à Jacques Delarosière, pour la petite histoire, Jacques Delarosière, pour lui écrire, c'est jacques.delarosière@bnpparibas.com. Vous voyez, l'indépendance toujours. Simplement, c'est pour... j'ai un entretien à la fin avec Geoffrey Goens sur une autre histoire, donc il y a un chercheur belge. Les Belges, c'est très intéressant parce que nos chercheurs, nos universités, ils ont vachement se concentrer. Nous, quand on veut être un contre-pouvoir, on est un contre-pouvoir à l'égard de Hollande, à l'égard de Valls, à l'égard de Sarkozy. On regarde Paris, quoi. Les Belges, le roi, critiquer le roi, c'est un peu fatigant, vous voyez, c'est pas tellement terrible. Donc en revanche, ils ont un gros regard sur ce qui se passe à côté de chez eux, c'est-à-dire la Commission européenne. Pour moi, les meilleures critiques de ce qui se décide au niveau de l'éducation nationale en Europe, ils sont belges. Les meilleures critiques des syndicats européens, ils sont belges. Et là, en l'occurrence, Geoffrey Goens, c'est un universitaire qui travaille donc sur la Commission européenne. Et l'une des premières choses qu'il me dit, c'est que le mot lobby n'est pas adapté. Et je pense qu'il a pleinement raison. Hein, j'ai parlé de lobby au départ, mais en fait c'est tellement ancré dans les entrailles de l'Union européenne, c'est tellement les profils des commissaires européens et de tous ceux qui sont, tous les fonctionnaires européens qui sont à leur service, ont tellement cette vision. J'ai un agriculteur de Villeneuve-sur-Isère, donc dans la Drôme, qui, ayant été voir un peu comment ça se passait au niveau de la législation du lait à Bruxelles, m'a dit « mais ce sont les petits soldats de Milton Friedman ». Et je pense que c'est ça, on a une armée qui est idéologiquement formée en face, et donc penser que ce sont juste des lobbies
qui ferait action de l'extérieur sur cette Commission européenne, c'est une vision qui n'est pas juste des choses, parce qu'il y a cette action extérieure, mais il y a déjà une très grosse action naturelle, presque, de l'intérieur. Voilà, je pense que là-dessus, bon voilà, je m'arrêterai là pour une présentation sommaire et critique d'un reportage sur Bruxelles.